Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo du C41 Pédologie. Nous allons parler dans cette séquence de la description du sol et en particulier de la description des horizons minéraux. Donc nous allons commencer par aborder la notion d'horizon qui est l'unité de description. Un horizon est une couche de sol homogène. Donc on a ici un exemple d'horizon sur ce profil. C'est un horizon qui est homogène dans ses caractéristiques comme la couleur, ses composants ou encore son organisation. Un profil de sol, le terme que j'ai utilisé juste avant, est une coupe verticale d'un sol. On va donc retrouver l'ensemble du sol concerné par un profil avec ici un exemple composé de trois horizons. Rappel, le sol est composé de deux types d'éléments, les éléments organiques et les éléments minéraux. Il n'y a rien d'autre, c'est donc relativement simple. Nous allons nous consacrer maintenant à la différence entre deux horizons. Qu'est-ce qui fait qu'on a un ou plusieurs horizons? C'est qu'ils sont différents par une ou plusieurs caractéristiques. L'horizon 1 et l'horizon 2 présentent des différences, je mets entre parenthèses le S, nous verrons pourquoi, de couleur, de composition et d'organisation. Les caractéristiques chimiques peuvent également changer. On va utiliser le terme et ou pour dire tout simplement qu'une seule de ces différences peut suffire à différencier deux horizons, mais il peut également y en avoir plusieurs. Le plus marquant, c'est la différence de couleur, mais attention, dans certains cas, il peut y avoir la même couleur et une différence d'organisation. Ce seront donc bien deux horizons différents. L'épaisseur d'un horizon est variable, elle peut varier du centimètre au décimètre, et donc il faudra être très attentif quand on a deux horizons avec des échelles différentes superposées l'un sur l'autre. On commence toujours par décrire l'humus. Ce sera la première étape de description, nous verrons ça ultérieurement dans la séquence 5. Ensuite, pour les parties minérales qui nous intéressent aujourd'hui, nous allons travailler sur un tableau qui présente en ligne chaque horizon. On va donc avoir ici les horizons identifiés, 1, 2 et 3, que l'on va retrouver dans ce tableau avec les horizons 1, 2 et 3. Nous noterons évidemment leur épaisseur ou leur profondeur, et chaque colonne sera une caractéristique de chaque horizon. Donc ici, on va retrouver cette épaisseur, la couleur qu'on va pouvoir noter, et puis les trois petits points qui correspondent à différents éléments comme la texture, la structure, les pourcentages d'éléments grossiers, la présence de calcaire au sens strict de CaCO3, les excès d'eau et la qualification de la prospection racinaire. Donc on va avoir un tableau assez complet qui va présenter l'ensemble du profil en détail. On va commencer par parler de la description des horizons minéraux. Donc on va décrire les éléments minéraux du sol déjà en fonction de leur taille. Donc là on a un exemple d'éléments de matière minérale, un horizon uniquement constitué de matière minérale. Et donc on va faire ce qu'on appelle une analyse granulométrique, c'est-à-dire qu'on va reporter ce sol par fraction de taille. On aura donc les éléments grossiers, le sable, le limon et l'argile, et on donnera le pourcentage de ces trois derniers. Donc on va avoir ces éléments en éléments grossiers, et puis 40% dans cet exemple de sable, 40% de limon et 20% d'argile. Donc ça c'est l'analyse granulométrique. Elle vous donne la répartition d'un horizon par taille et en pourcentage. Les éléments grossiers dont on parlait tout à l'heure font plus de 2 mm. On en différencie trois familles, les graviers de 2 mm à 2 cm, les cailloux et les galets de 2 cm à 20 cm. On voit bien la différence entre les deux. Les galets sont arrondis alors les cailloux présenteront souvent des arêtes ou des formes qui ne sont pas liées au passage dans une rivière ou dans un fleuve. Et puis les 20 cm et plus qu'on appellera des blocs qui peuvent être présents dans le sol. Donc ça c'est pour les éléments grossiers. Et par opposition, nous allons avoir la terre fine qui fait moins de 2 mm, dans laquelle on différencie sable, limon et argile, avec dans le sable de 2 mm à 0,2 mm ce qu'on appelle le sable grossier, de 0,2 mm à 50 micromètres, c'est-à-dire 0,005 micromètres le sable fin, millimètres le sable fin. Le limon de 50 micromètres à 20 micromètres, c'est le limon grossier. De 20 micromètres à 2 micromètres, le limon fin. Et moins de 2 micromètres, l'argile. Donc on va essayer de représenter ça visuellement pour que vous vous rendiez compte de la taille de ces éléments. Donc le sable ici, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, visuellement, vous en avez l'habitude.
On a quelque chose qui est facile à reconnaître puisque ça crisse à l'oreille, quand on le frotte entre les doigts à côté de son oreille. Le limon qui est déjà plus fin, plus difficile à identifier visuellement et qui se reconnaît parce qu'il permet un toucher soyeux, c'est-à-dire que quand on prend du limon, on a une impression de poussière très fine sur les doigts, ça va aussi tacher le pantalon. Et enfin l'argile qui se reconnaît puisque quand on la manipule, elle est adhésive et elle permet de faire ce qu'on appelle le test du boudin, c'est-à-dire de créer un boudin qui est cohérent et qui va tenir. Les tailles ici sont représentées pour vous donner une idée de l'échelle. Donc là, le sable grossier, c'est à peu près cette taille-là par rapport au sable fin. Ici, on a le limon grossier et ici, le limon fin. Donc vous vous rendez bien compte qu'il y a une très forte diminution de taille en fonction des éléments et ça va beaucoup changer les propriétés du sol en fonction de la répartition qu'il va y avoir. Je ne vous ai pas parlé de l'argile parce qu'à cette échelle-là, on la voit à peine, on va zoomer. Et donc là, on voit le sable grossier qui est tellement gros qu'il dépasse, le sable fin, limon grossier, limon fin, et donc enfin notre argile, moins de 2 micromètres, c'est vraiment tout petit par rapport à notre sable grossier. En gros, c'est pas compliqué, c'est 1000 fois plus petit. La texture, maintenant, est un terme précis qui est déterminé grâce à l'utilisation d'un triangle des textures. Donc nous, on va utiliser ce qu'on appelle le triangle de Jamagne. C'est un triangle qui est utilisé en France, il en existe d'autres qui sont tout aussi bien. Donc là, vous voyez qu'on va retrouver différents domaines de texture. Ici, les textures sableuses. Et en bas à gauche, le S, c'est le sable limoneux, le sable argileux. Donc là, on a un ensemble de textures qui correspondent à une dominante sableuse qui va jouer un rôle important sur les propriétés du sol. Ici, en bleu, les textures argileuses. Donc 3 textures argileuses qui vont être aussi très importantes en termes de propriétés des sols. Comment est-ce qu'on utilise un triangle de Jamagne? Donc on va faire ça ensemble une fois et on le refera en exercice par la suite. Donc déjà, dans un premier temps, on va vérifier que le pourcentage de limon, de sable et d'argile fait bien 100% au total. Sinon, on ne pourra pas utiliser le triangle. Donc là, dans mon exemple, on va prendre 70% de sable, 10 de limon, 20 d'argile. Le total fait bien 100%. On peut utiliser le triangle de Jamagne. Première chose, on va regarder à droite l'échelle des argiles. Et on va caler notre 20% qui correspond à ce que nous énonce dans notre exemple. On va donc tracer le trait des 20% d'argile. Ensuite, on va regarder l'échelle des limons en bas et on va reporter les 10% de limons qui se situent ici et grâce à ça, on va pouvoir construire la ligne des 10% de limons. Donc là, je vois déjà une intersection, donc je sais déjà à peu près où je me trouve. Je vais quand même tracer la troisième droite. Si elle ne se croise pas avec les deux premières, c'est qu'il y a un problème dans mes pourcentages. Donc là, je vais reprendre le sable. Avec l'échelle de sable à gauche, je vais poser mes 70% sur cette échelle et je vais donc tracer mon trait parallèle à l'axe des sables. Je vais donc ici retrouver mon 70% de sable qui coupe bien mon triangle au bon endroit. Donc à partir de là, je vais pouvoir déterminer une texture qui est ici sablo-argileuse. Attention, le mot argile peut prendre plusieurs sens. On a déjà abordé ce problème et on va le confirmer maintenant. Il y a d'abord la notion de taille, tout ce qui fait moins de 2 micromètres. Donc là, on est d'accord, c'est juste quelque chose qui fait moins de 2 micromètres, donc une toute petite particule de quartz va être qualifiée d'argile en termes de granulométrie. Ensuite, on a la notion de nature, c'est la composition, et là, on parle par exemple des argiles minéralogiques qu'on a déjà abordées en géologie avec, par exemple, les minéraux qui constituent les marnes ou les calcaires. Donc là, on est bien sur quelque chose qui a une nature particulière, une organisation chimique particulière, une composition particulière, et donc des propriétés particulières. On va parler justement de la nature des éléments minéraux du sol maintenant en fonction des classes granulométriques. Donc la nature des éléments dépend bien de leur composition chimique. On a la famille des éléments siliceux avec silice, oxygène, et je mets beaucoup de parenthèses autour d'autres car il y a très peu d'autres éléments. Donc on va ici avoir notre quartz, par exemple. Les éléments silicatés, eux, sont composés de silice, oxygène, alumine et des autres qui sont présents, pas en aussi grande quantité que silice et alumine, mais qui sont présents quand même. Donc là, on retrouve les micates, feldspaths, minéraux argileux, on a déjà parlé de ces éléments précédemment. Enfin, on peut avoir des éléments calcaires qui sont composés donc de CaCO3. On voit bien qu'il y a des natures différentes et qu'il va donc y avoir des compositions différentes et donc des propriétés chimiques différentes.
La richesse minérale du sol dépend de la nature des éléments minéraux du sol. Donc là, si je prends les éléments siliceux, il y a très peu d'éléments autres, donc on va avoir des problèmes de nutrition. A l'inverse, les éléments silicatés en général sont riches. Enfin, les éléments calcaires vont poser toute une série de contraintes, donc on verra qu'ils peuvent poser des soucis en particulier à certaines essences. La nature des éléments grossiers dépend de la roche-mère. Quand on prend un élément grossier dans le sol, c'est un morceau de la roche-mère. On dit qu'il est hérité de la roche-mère, parce qu'il est issu d'une fragmentation physique. Il n'y a pas de modification de la roche-mère. Donc on va retrouver des natures très variables qui dépendront de ce qu'il y avait dans la roche-mère. Les sables sont en général des éléments siliceux. Donc cela veut dire que les sols sableux sont plutôt des sols pauvres et que notre texture sableuse est significative d'un manque de richesse pour la nutrition. Il y a quelques rares exceptions à ça où le sable ne sera pas composé d'éléments siliceux. Nous verrons ça ultérieurement. Les limons sont de nature très variable. On va différencier, et ce sera important, les limons grossiers et les limons fins. Les limons grossiers sont généralement siliceux, donc on va avoir des problèmes de nutrition. A l'inverse, les limons fins, eux, sont généralement silicatés. Et là, par contre, on va avoir quelque chose de très intéressant en termes de nutrition. Le calcaire est aussi possible, et dans ce cas-là, il posera de très grosses contraintes à cette taille-là. Les argiles sont généralement des éléments silicatés. Donc pas de souci, c'est une bonne richesse chimique, ce sera intéressant. Par contre, les autres propriétés des argiles font qu'on peut avoir des contraintes plus ou moins marquées en fonction des essences, nous verrons ça ultérieurement. Parlons maintenant de l'organisation des éléments du sol. L'organisation spatiale des éléments du sol est définie par la notion de structure. C'est une notion très importante qu'il ne faut pas confondre avec celle de texture. La structure, c'est l'arrangement dans l'espace de la matière solide et des vides. Pour ces vides, on parle aussi de pores du sol. Donc c'est comment les choses sont organisées. On a ici un exemple où quand je regarde en détail, je vois qu'il y a des formes, des agrégats qui vont structurer ce sol et qui vont définir ses propriétés. Entre ces agrégats, il y a des petits espaces et les racines vont pouvoir passer au milieu. Il y a différents niveaux de structure possibles en fonction des situations et on peut retrouver une grande structure visible à l'œil nu facilement et quand on regarde dans le détail, on va se rendre compte qu'il y a des sous-structures à différents niveaux, à différentes échelles. Les structures sans agrégats n'ont pas d'organisation particulière. On va différencier la structure particulière, c'est-à-dire des choses sans éléments liés, avec des particules libres, comme la plage par exemple. Le matériau est dit non cohérent, c'est le cas du sable. Les structures massives, au contraire, sont quelque chose de très compact, avec un matériau qui est dit cohérent et une structure continue. Il n'y a pas de vide, tout ça est lié de manière importante. C'est un ensemble compact, comme on le disait. Les structures à agrégats arrondis, elles, sont liées à une activité biologique. Donc on différencie les structures grenues, qui forment de petits agrégats sphériques, tout simplement à l'activité des insectes. Ce sont des fécès d'insectes, des déjections d'insectes. Les structures grumeleuses, elles, qu'on voit ici de manière très lisible, sont des agrégats arrondis irréguliers, facilement identifiables, qui font plus d'1 millimètre et qui sont liés à l'activité des vers de terre. Donc là, vous connaissez tous ces petits tortillons, dont le nom technique est turricule, qui vont être, avec le temps, se fragmenter en morceaux un peu plus petits et donner notre structure grumeleuse. Les structures à agrégats présentant des arêtes, elles, sont liées aux argiles. On va donc retrouver ce qu'on appelle la structure prismatique, ici une structure bien visible avec des agrégats très particuliers, avec une orientation verticale, et entre ces agrégats des fentes importantes qu'on appelle des fentes vertiques, qui peuvent atteindre parfois plusieurs centimètres. A l'inverse, les structures polyédriques, toujours liées aux argiles, vont être à une échelle beaucoup plus petite, et c'est une structure vraiment classique dans le sol. On va retrouver des agrégats à face plane et des arêtes anguleuses, donc des choses assez faciles à identifier. Si on reprend notre profil de sol, on a donc vu qu'il y avait des horizons et que nous allions pouvoir les définir en fonction de différents paramètres pour former le tableau de description. Aujourd'hui, nous avons vu la notion de texture et structure, mais en TP, nous parlerons des notions de couleur, d'éléments grossiers et de présence du calcaire. Nous l'avons déjà fait
lors du TP de géologie d'ailleurs. Les excès d'eau et prospection racinaire feront l'objet d'autres séquences. Voilà, nous avons fini pour cette première séquence sur la description du sol. Elle parlait du matériau minéral. La prochaine parlera du matériau organique.